Alors, Monsieur Rocher, vous avez la parole pour 10 minutes. Après ça, nous aurons un échange avec les membres de la commission. Alors, bienvenue, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de m'avoir invité. Je vous remercie de m'écouter. Je vous remercie de tout le travail que vous faites dans le but d'améliorer ce projet de loi. J'ai voulu vous présenter un mémoire et venir vous le présenter avec l'objectif de faire partager avec vous, les raisons pour lesquelles, depuis plus de 50 ans, j'ai appuyé la laïcité, la déconfessionnalisation de nos institutions publiques. Et dans mon mémoire, comme vous l'avez vu, qui est très court, et pour vous éviter trop de lecture, j'ai proposé de regarder ce projet de loi à la fois dans une perspective historique, parce qu'il a une histoire, ce projet de loi, et dans une perspective d'avenir, parce qu'un projet de loi de cette nature est fait pour l'avenir. Si l'on se tourne vers le passé, il y a deux grandes transformations, deux grands changements qui ont marqué le Québec d'une manière très profonde. C'est d'abord, évidemment, la démocratisation du système d'éducation, qui a fait que, depuis 50 ans, les Québécoises et les Québécois ont pu accéder à l'enseignement en grande partie gratuit, à l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur, sans discrimination, et sur la plus grande partie, sur tout le territoire du Québec. Et le deuxième grand changement, c'est la déconfessionnalisation, qui a été un changement majeur. La déconfessionnalisation a été absolument nécessaire à la démocratisation. Il est apparu très clairement, au début des années 60, au début de la Révolution tranquille, que l'on ne pouvait pas démocratiser notre système d'éducation en maintenant les structures confessionnelles que nous avions à l'époque. Parce que ces structures confessionnelles, elles étaient nécessairement de soi discriminatoires et elles ne pouvaient pas favoriser l'ensemble des étudiants et des familles de toute la population québécoise. Je dirais que ce qui a lancé la déconfessionnalisation, ce sont les années 1967, 68, 69. Ces 3 années, elles sont charnières dans l'histoire du Québec parce que c'est dans ces 3 années qu'ont été créés les 30 premiers cégeps. C'est dans ces 3 années qu'a été créé le réseau des universités du Québec. Si bien que dans ces 3 années, 67, 68, 69, nous avons établi au Québec notre système d'enseignement supérieur, collégial et universitaire. Ces 3 années sont magiques, en quelque sorte, dans notre histoire. Et en même temps qu'elles sont magiques, ce sont les années où l'on a pour la première fois institué des institutions neutres, laïques, parce que quand on a créé les cégeps, on les a créés comme institutions laïques. Quand on a créé l'Université du Québec, on l'a créée comme laïque. Et l'Université Laval et l'Université de Montréal, à leur tour, se sont laïcisées. C'était le premier mouvement de déconfessionnalisation. La suite, évidemment, comme on le sait, a été plus lente. La déconfessionnalisation des écoles primaires et secondaires était beaucoup plus lente. Elle a pris quelque chose comme 35 ans à se faire, à cause en particulier de l'opposition des protestants, qui ne voulaient pas perdre l'autonomie de leur commission scolaire protestante, à cause aussi en partie des catholiques, qui voulaient maintenir ce qu'ils appelaient des écoles à statut catholique. Mais au primaire et au secondaire, pendant 35 ans, nous avons vécu dans un système très particulier parce que les structures étaient confessionnelles, les commissions scolaires étaient confessionnelles, les écoles avaient pris un caractère confessionnel ou gardé un caractère confessionnel, mais dans la réalité, l'enseignement n'était plus confessionnel. Pour une raison bien simple, c'est qu'en particulier au secondaire, quand on a créé les polyvalentes, on est allé chercher des enseignants qui étaient tous des laïcs, et non seulement qui étaient tous des laïcs, mais des enseignants qui avaient, à l'époque, des convictions religieuses très variées. On avait, dans les premières polyvalentes, des nouveaux professeurs qui tout à coup étaient athées. On n'avait jamais vu cela. On avait des professeurs qui étaient maoïstes, il y en avait d'autres qui étaient trotskistes, il y en avait d'autres qui étaient très catholiques. – Il y avait donc une variété de professeurs, de convictions religieuses chez les professeurs.
je dirais que la déconfessionnalisation a d'abord respecté la diversité des convictions religieuses de l'enseignant, mais surtout aussi les convictions religieuses des étudiants. Et cela, c'était le départ de la déconfessionnalisation. C'est vraiment ce principe, et c'est ce que j'appelle pour moi le principe fondateur de la déconfessionnalisation, c'est le respect des convictions religieuses des élèves, des étudiants, des parents lorsqu'il s'agit des écoles primaires et secondaires, et, j'ajoute, des collègues. Et c'est ce principe qui, à mon avis, a fait que depuis 50 ans, nous avons assisté à une déconfessionnalisation qui s'est faite non sans difficulté, non sans opposition, mais sans crise grave. C'est ce principe qui, à mon avis, est le principe fondateur de notre système démocratique, de notre démocratie scolaire. Ce qui me frappe depuis quelques années, c'est que ce principe est remis en question et que maintenant, on veut accorder priorité aux convictions religieuses des enseignants. Je suis absolument opposé à ce virage à 480 degrés, qui pour moi est très grave. Je suis opposé pour au moins 3 ou 4 raisons. La première, c'est que, bien sûr, ce qui va dans le sens de ce qui s'est passé depuis 50 ans au Québec, c'est plutôt la laïcisation, la neutralité complète des institutions publiques, scolaires en particulier. C'est la trame. Ce n'est pas le principe du respect de l'instituteur ou de l'institutrice. C'est le principe du respect des élèves, des étudiants, des professeurs et des collègues. C'est ce grand principe. Et je trouve qu'en ce moment, on est en train de renier ce principe, en quelque sorte, ou on propose de le renier. Mais, pour ma part, je pense que c'est aller à contre-courant de ce qu'a été et de ce qu'a voulu la société québécoise, et en particulier le milieu scolaire depuis 50 ans. Deuxièmement, dans les années 60, 70, 80, on a laïcisé, déconfessionnalisé notre système d'éducation. Ça s'est terminé dans 2000 à peu près, 1997-2000. On l'a démocratisé parce qu'on s'était rendu compte que la société québécoise, la population québécoise était pluraliste dans ses convictions religieuses. Eh bien, si, en 1970, il fallait respecter le pluralisme, a fortiori aujourd'hui, parce que le pluralisme religieux d'aujourd'hui, il est sans commune mesure avec le pluralisme que l'on observait dans les années 60-70. Dans les années 70, on était étonné tout à coup au Québec de constater que chez les Canadiens français, nous n'étions plus unanimement catholiques. Je me souviens du choc qu'a produit en 1960 la création du mouvement laïque de langue française. Je me souviens d'un article fameux de Gérard Pelletier, qui à l'époque était journaliste au Devoir et qui était directeur de la nouvelle revue qui s'appelait Cité libre, un article qu'il avait intitulé « Feu l'unanimité ». Et Pelletier s'étonnait que tout à coup, au Québec, des Canadiens français se présentaient comme athées, ou encore des familles canadiennes françaises catholiques refusaient d'envoyer leurs enfants à l'école catholique parce qu'elle était trop catholique. Eh bien, le pluralisme aujourd'hui, il est tellement sans commune mesure avec ce pluralisme des années 70. Troisièmement, je considère que on ne peut pas, dans l'état actuel de fragmentation religieuse que nous connaissons maintenant, car c'est le paysage religieux dans lequel nous sommes maintenant, les grandes religions catholiques et protestantes ne sont plus sur la place publique, ni dans le pouvoir public comme elles étaient. Le paysage religieux d'aujourd'hui, c'est celui d'une fragmentation, et d'une fragmentation qui s'en va de plus en plus vers l'avenir dans ce sens-là. Et dans ce paysage de fragmentation, je considère que le respect des minorités religieuses, parce que c'est elles maintenant qui sont sur la place, le respect des minorités religieuses exige l'égalité entre les minorités religieuses. Si l'on accepte qu'une religion à l'école soit plus présente, soit plus visible qu'une autre,
je crois qu'on manque de respect à l'endroit des minorités religieuses. Parce que la neutralité de l'État, la neutralité religieuse, veut dire que l'on ne favorise aucune religion. Or, si l'on accepte que des enseignants ou des directeurs d'école portent des insignes religieux, on favorise, on offre l'occasion à une religion, entre autres, peut-être à d'autres aussi, d'être plus présente. Or, ce qui est remarquable, c'est que, sociologiquement parlant, les religions ne sont pas égales entre elles. Il y a des religions plus riches que d'autres, il y a des religions qui ont plus de pouvoir politique que d'autres, il y a des religions qui ont plus d'adhérents que d'autres, et il y a des religions qui sont plus visibles que d'autres. Le catholicisme a été une religion beaucoup plus visible que le protestantisme, qui était une religion très discrète. Aujourd'hui, c'est l'islam qui est la religion visible, qui veut être visible. Et c'est la situation dans laquelle nous sommes. Et à mon avis, il faut éviter, bien sûr, que ce projet de loi apparaisse et soit anti-islamique, parce que c'est très important qu'il ne le soit pas. Il se trouve que la conjoncture religieuse actuelle accorde à l'islam une visibilité que les autres religions n'ont pas. À mon sens, la neutralité des institutions publiques et des écoles publiques, de tout le système d'éducation publique, la neutralité que nous avons établie depuis 50 ans exige que l'on tienne compte de ces inégalités et que l'institution établisse une égalité entre toutes les religions dans l'institution publique, qu'elle ne favorise aucune des institutions, aucune des religions. Merci.